Salut à tous les amis, merci de nous retrouver dans Bureau Oval. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas fait d'émission, donc vraiment, ça fait plaisir de tous vous retrouver sur la chaîne First Team Sport sur YouTube. Bon les amis, il va y avoir un peu de changement dans Bureau Oval, on va vous présenter tout ça, mais d'abord, je vais vous rappeler tout simplement que Pierre Amiche est toujours parmi nous. Comment ça va, mon Pierrot ? Bonjour Joseph, ça va très bien. Écoute, lendemain ou presque de victoire, on est content. On est content quand l'équipe de France gagne. Toujours. Bah oui. Puis là, c'était pas n'importe quel match. Non, c'était face aux All Blacks, je crois. Ouais. Nouvelle-Zélande, il me semble. C'est une bonne équipe de rugby. Bon, depuis ces dernières semaines, mon Pierrot, comment se passe ta vie, les Legendary Place, ça se passe très bien. Bah écoute, moi ça va, je suis toujours en couple, j'ai toujours deux enfants. Toujours deux enfants. Voilà, jusqu'à ça bouge pas. Non, ouais, Legendary Place, ça se passe plutôt bien. On a relancé une nouvelle saison avec plein de contenu gratuit. Et puis avec un interview de Julien Pierre d'ailleurs. Ouais, notamment. Et puis Philippe Saint-André qui va sortir bientôt. Et puis il y a toujours tous les contenus gratuits en podcast, en vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le feu. Et puis vous pouvez venir jouer sur legendaryplace.com pour essayer de gagner des lots exceptionnels. Je m'adresse à la caméra désormais. Vous pouvez gagner des lots exceptionnels, notamment une place VIP pour la finale du top 14, des places carrément en bord terrain pour la demi-finale, des maillots signés, des ballons signés par vos joueurs préférés, des places. Bref, pour tout ça, il suffit d'aller. Et une journée avec Pierre Amiche. Ça, c'est pas vraiment un cadeau. Demande à ma femme, je suis pas sûr que ce soit un cadeau. Un immense cadeau. Donc, on a du nouveau. Vous allez voir un plan large et vous allez voir du coup que Lucien Gasparac a disparu. Notre Lucien Gasparac, du coup, qui n'est plus présent. On va vous expliquer pourquoi juste après. Mais on va surtout dire bonjour et bienvenue à Zachary Pilon. Comment ça va, Zach ? Eh ben, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Je suis l'émission depuis quelques temps. Et puis, c'est un honneur de prendre le relais de Lucien Gasparac, qui est un humoriste émérite aujourd'hui. C'est vrai. Il est extrêmement drôle. Lucien, non, mais effectivement, je vais expliquer après pourquoi Lucien n'est pas là. Mais Zach, on bossait ensemble à Sud Radio. C'est ça. À Sud Radio Rugby. Et maintenant, tu commentes le top 14 avec Canal. Tu as bossé plusieurs mois avec Canal. Maintenant, d'une année d'alternance là-bas. Ouais. Aujourd'hui, je démarre ma carrière à la pige. J'ai fini mes études. C'est un tout nouveau monde. Et donc, j'explore de nouvelles opportunités. C'est très cool d'être ici. C'est un plaisir d'être avec toi. On a bossé 2 ans ensemble et je peux vous dire que Zach connaît. Et ce qui est hyper intéressant avec Zach, c'est que du coup, c'est intéressant, mais en même temps, un énorme défaut, c'est qu'il est franco-anglais. Ouais, c'est une force. Ça, c'est terrible. Je pense que c'est une force. Clinical and ruthless, Philippe Saint-André. C'est très important d'être bilingue. Et donc forcément, t'as un œil vraiment avisé là-dessus. On va le dire, tu supportes l'Angleterre. Oui. Voilà. Non mais faut dire la vérité. Mais pourquoi on m'a pas dit ça avant l'émission ? Mais j'avais envie de te garder la surprise quand même. Quand même préparer un peu 2-3 trucs. Ouais, ça se passe bien en ce moment l'Angleterre, c'est écoute, chouette. On joue plutôt bien. Après, on sait pas gagner des matchs. Carrément, il y a le on quoi. Ah ouais, évidemment. J'avais envie de mettre tout de suite le cadre du Zachary Pilon. Le meilleur 10 du monde. On a des gros débats avec le demi-ouverture en France en ce moment avec Mathieu Jalibert, mais le meilleur 10 du monde en ce moment, il joue pour l'équipe d'Angleterre. Après, c'est un autre débat. Mais c'est vraiment parce que Romain Tamac en ce moment n'est pas présent. Oui, moi je croyais qu'il était genre une sorte de modèle, tu sais, pour la presse féminine, des trucs comme ça. Moi je pensais pas que c'était un joueur de rugby. Ah si, c'est un dynamique. Normalement on n'est pas censé plaquer quand on est joueur de rugby. Il plaque plus que Mathieu Jalibert. Il a pris 6 Titi et 2 LND dans le rable. Il sait pas Là tu remarques qu'il s'attaque à Mathieu Jalibert mais pas à Romain Tamac quand même. Il était pas là quand même Mathieu Jalibert, non, il est pas dans le groupe France. Mais c'est bien, il y a au moins un point de divergence qui va être exacerbé au fil du temps. Mais donc il va nous apporter quand même une vision aussi sur le rugby britannique qui va être très, très intéressante. D'ailleurs, tu joues au British Rugby Club. Effectivement, un club jusqu'au bout, quoi. Oui, évidemment, mais il faut jouer le rôle à fond. Non, British Rugby Club, un club parisien qui cherche des nouveaux joueurs tout le temps. Donc si vous voulez des Anglais perdus en région parisienne. Non, il y a des Français, il y a des Argentins, il y a des Italiens, il y a de tout. Il y a des Français qui jouent au British Rugby Club. Évidemment. Traîtres à la nation, mais qui peuvent s'amuser. J'ai déjà vu quelques stories du British Rugby Club où effectivement ça s'amuse quand même pas mal. Un mot du coup à Lucien et de la part de Lucien qui est bien évidemment très triste de ne plus être avec nous. Mais certains l'ont vu et t'en as parlé tout à l'heure. Lucien fait désormais des vidéos avec le Stade Français, des vidéos un peu humoristiques, des pastilles. Donc on en a beaucoup discuté ensemble et finalement on s'est mis d'accord que c'était un peu compliqué pour lui de bosser complètement avec un club et derrière de venir en plateau. Et là, les fumer. Il serait arrivé avec un t-shirt assassin Romain Bureau, justice pour Léo Barré, ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, et on a décidé que c'était quand même mieux pour l'émission qu'il se mette un peu de côté et puis un jour si le Stade Français le vire
Mais non, mais il est très drôle, Lucien, ce sera pas le cas. Mais on verra pour qu'il revienne parmi nous. Mais c'était un hommage un peu bizarre, quoi. C'était un hommage bizarre. Mais si jamais tu te fais virer, reviens. Heureusement que c'est lui qui est humoriste et pas moi, on va dire ça. Ouais. Mais voilà, donc on fait un coucou à Lucien, mais on est très heureux d'accueillir Zach désormais. Donc on est là pour parler de cette tournée de novembre qui a commencé avec un match bizarre quand même contre le Japon. On va en parler, mais on a vécu un match particulier là, Pierre, avant de partir sur le sommaire. Ce match contre la Nouvelle-Zélande, c'est toujours particulier, mais là, il y a eu une ambiance quand même qui était exceptionnelle. Le décorum était magnifique, l'avant-match était superbe. On a beaucoup décrié les réalisations de France Télé ou d'autres par le passé. Là, c'est sur TF1 et ils ont soigné tout ce qui était mis en scène, parce qu'il y a un vrai combat de gladiateurs qui commence avant le match. Et puis il y a un autre truc qui est tout con, mais j'ai trouvé, et une fois n'est pas coutume, il faut le souligner, en tout cas pour moi, j'ai regardé le match à la télé, que les commentateurs étaient excellents. Vraiment. C'est pas le cas c'est pas l'avis global sur les réseaux sociaux, ils se sont fait défoncer. Mais les réseaux sociaux sont toujours extrêmement cruels et durs, et en plus on a un point de comparaison qui est inatteignable pour la plupart des commentateurs, qui s'appelle Mathieu Lartaud, qui est dans nos oreilles depuis 20 ans, qui est juste très et là c'était Echeverry bon. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai trouvé que face au Japon, j'ai trouvé ça pas terrible parce qu'ils n'étaient pas portés par le match. Mais là, face à la Nouvelle-Zélande, je sais pas, il y avait un enthousiasme, une fraîcheur, une envie de bien faire. J'ai trouvé ça chouette, ils ont porté le match, que ce soit lui ou Thomas Lombard, je les ai trouvés très bons. Alors on n'est pas là pour donner des bons points, des mauvaises notes, des machins, mais tout ça mis bout à bout. Un bon avant-match, un match bien commenté, du suspense, de l'intensité courue, de l'intensité combattue, et puis la Nouvelle-Zélande, tout ça mis bout à bout, ouais, on a assisté à un grand match. Alors il y a plein de trucs à redire, il y a beaucoup de défauts, il y a plein de trucs qui vont pas côté français, côté black. Ouais, bien sûr, mais ça on va en parler. Mais dans l'ensemble, à la sortie du match, t'as passé 2 heures de ouf. Ouais, voilà. C'est clair. Et notamment, du coup, tu parles du décorum, de ce haka incroyable, de la mise en scène absolument démentielle, avec la presse néo-zélandaise et les Néo-Zélandais dans leur globalité d'ailleurs, qui ont salué cette réalisation française qui a permis du coup de respecter de la manière la plus incroyable possible le haka. Ça avait été préparé d'ailleurs par le staff en disant voilà, nous on va arrêter de mettre de l'énergie là où il faut pas en mettre, et si on commence à défier un peu plus le haka qu'on ne le veut vraiment, finalement on leur donne aussi de l'énergie, donc on va rester assez simple. Mais je sais pas si tu as vu tous les commentaires, Zach d'ailleurs, en disant merci à la France, peut-être que les Anglais peuvent s'en inspirer. Mais non, mais est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé entre les Anglais et le haka pour que ce soit autant décrié, que les Anglais soient autant visés par les Néo-Zélandais? En fait, avec le haka, ça a été la même chose en Irlande, où les Irlandais ont cherché à défier aussi les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais, parfois les joueurs surtout, parlent aussi du fait qu'eux, ils aiment justement ce côté défi, l'équipe en face qui répond au défi qu'est le haka. Ouais, t'as raison de le rappeler. Et donc, ça les motive. Et le truc, c'est qu'ils ont fait 2 énormes matchs surtout face à l'Angleterre. L'Irlande, ils ont plutôt géré. Et en fait, le fait d'être respecté peut-être en France, ça leur donne peut-être ils ont moins ce qu'on appelle chip on the shoulder, ils ont moins cette envie d'aller battre l'équipe d'en face, et ça leur change aussi. Mais moi, je trouve que la mise en scène est très belle, est exceptionnelle, mais ça fait aussi très marketing. Le côté défi tout de suite à l'entrée du match avec l'équipe d'en face qui s'avance et les 2 équipes qui sont à 5 mètres l'une de l'autre, ça donne un piquant différent, mais un piquant qui est tout aussi agréable que cette mise en scène du haka qu'on a vu au Stade de France cette semaine. Et de toute façon, nous les Français, on a déjà défié les All Blacks, donc on va pas dire que ça a toujours été le cas, ce respect incroyable. Ouais. Non, mais en plus, il y a plusieurs trucs, hein. Il y a Swing Low, Switch Chariot par-dessus le haka, ça fait des années que c'est fait. Moi, je me rappelle d'un match en 99 avec John Alomou qui était conspué par la foule. Ça fait partie du truc. Enfin, je veux dire, c'est le côté sacré, oui. Sacralisé, non. Dire que oui, ok, c'est une danse guerrière, mais c'est aussi un défi. Et le public n'est pas un simple public de spectateurs qui attend, c'est des supporters. Et puis l'autre truc, c'est que moi aussi, j'aimais bien quand ils faisaient tête contre tête et tout. Maintenant, World Rugby a régi le fait qu'il fallait un espace minimum, probablement parce que le sponsor principal des Blacks avait très envie qu'on voit bien comme il faut les maillots et tout ça. Reste que ce moment-là, il est magnifique, est superbe. Il y a des photos de Julien Poupard qui sont extraordinaires, en noir et blanc, en couleur, en machin. Je pense que ça va marquer l'imaginaire. Et juste avant de parler rugby, un dernier point qui me semble important, c'est que l'évolution du Stade de France, elle est immense. Je me rappelle d'une époque pas si lointaine où c'était quand même un stade ouvert balayé par les vents où on se faisait régulièrement chier avec une acoustique moyenne. Ils ont fait des travaux et surtout, ils ont réussi avec les lumières
Et avec 2-3 aménagements dans les tribunes à faire quelque chose, c'est un écrin aujourd'hui. On C'est vrai. n'est pas dans le Millennium Stadium, mais pas loin. C'est vraiment très beau. Pour le L'acoustique a rugby été- particulièrement, Ah, c'est pas encore le cas pour le Ouais. football, mais c'est s'y vrai prête. que ça s'y prête en tout cas. C'est vrai qu'il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. On va regarder du coup le sommaire de l'émission qu'on va vous proposer. Merci Polo qui est en régie. Du coup, focus. Est-ce que c'est un miracle ou non cette victoire contre les Blacks? Parce que il y a une très très belle victoire et à côté de ça, il y a quand même 2-3 éléments qu'on a regretté, notamment en première mi-temps. Fin de la première mi-temps, on était très très inquiet, très globalement pour l'équipe de France et pas uniquement sur cette mi-temps. Et il y a 2-3 noms d'oiseaux qui sont volés. On va pas se mentir quand même. Donc il y a eu une deuxième mi-temps qui a permis d'aller chercher une victoire en partie historique. Donc on va revenir et on va se poser la question, est-ce qu'on s'enflamme pour cette équipe de France ou est-ce qu'on reste les plus calmes possible avant ce dernier match contre l'Argentine? Justement, ce match contre l'Argentine, il y a Paul Boudéan qui est en photo. Donc Paul Boudéan, c'était un joueur qui était sur le banc pour ce match contre les Néo-Z. Et est-ce qu'il mérite finalement une place de titulaire, Paul Boudéan? Ce seront une des questions. Elle était présente, elle était titulaire. Il était carrément titulaire. Joseph. Est-ce qu'il faut le remettre, Paul Boudéan? Ok. En fait, J'étais en train de me dire, attends, mais c'était il Charles était complètement Olivon qui était sur le titulaire. banc. En fait, je pensais à la commotion qu'il a prise en fin de match et donc du coup, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit Non, mais n'importe c'est quoi. pas grave. Est-ce qu'il faut le Est-ce que remettre? tu veux passer toi un protocole commotion? Et là, j'avais peut-être besoin. J'avais peut-être besoin, effectivement. Mais quel 15 contre l'Argentine, c'est la question qu'on va se poser pour ce dernier match. Donc voilà, on va partir pour le focus. Est-ce que c'est une victoire miracle ou est-ce que l'équipe de France est vraiment de retour? C'est parti. Bien. Cette victoire du 15 de France, tout juste, 30-29 d'un petit point qui vient donc pendant cette tournée de novembre. On avait commencé avec une victoire étriquée, enfin pas étriquée, mais un match bizarre contre les Japonais, large victoire, mais c'était quand même une victoire bizarre. Là, on peut dire, Pierre, que ce match fait du bien pour l'image du 15 de France, pour le groupe, une vraie respiration ce match-là. Bah, ça valide en tout cas le fait que c'est un nouveau cycle qui démarre. En fait, voilà comment je le perçois. Ils ont fait un match sérieux, mais franchement, c'était une opposition dirigée, c'était un entraînement dirigé face aux Japonais qui n'avaient rien à proposer, mis à part de l'intensité de course. Les Bleus avaient fini ce match-là fatigués physiquement, mais plus parce qu'ils avaient dû beaucoup courir que parce qu'ils avaient été marqués par une équipe japonaise honnêtement assez insipide. Face aux Blacks, ça a été tout l'inverse. On va y revenir, mais ils ont pris une branlée physiquement, mais ils se sont accrochés pendant 80 minutes. Et cette victoire, elle valide pas un système, mais un état d'esprit. Et ça, je dis pas que le système, c'est facile à trouver, mais l'état d'esprit, c'est quelque chose qui se construit dans ce genre de victoire-là. C'est un match qu'on n'aurait jamais gagné il y a 5 ans. Ce succès-là, il fait date en plus parce que c'est la deuxième fois seulement de l'histoire où on bat les Blacks 3 fois d'affilée. Et ça, c'est immense quand on regarde en plus les rendez-vous qu'on a réussi à avoir avec eux. Un match d'ouverture de Coupe du Monde, un match de tournée où ils avaient mis des pétés à tout le monde, et un match, rappelez-vous, il y a 3 ans, qui était le début vraiment de l'aventure française, où on s'est dit, ok, on peut battre tout le monde. Bah, c'est encore le cas, on peut encore battre tout le monde. De ces simples points de vue-là, oui, c'est une victoire peut-être pas fondatrice au sens on repart à zéro de ça, mais dans la construction du projet, c'est très important d'avoir gagné ce match-là. C'est une forme de miracle pour toi, cette oui. victoire. Après, on reviendra, tu vas proposer des chiffres notamment, mais c'est miraculeux à ce point-là? Oui, c'est pas... Miracle, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est pas loin d'être un miraculeux quand même. Tous les chiffres sont contre nous. Le scénario du match, honnêtement, tu le refais 10 fois. Il y a 4 trucs qui font basculer le match, on va y revenir. On doit perdre de 10 points. Logiquement, on doit perdre de 10 points. Je sais pas ce que t'en penses. Ce match, tu le perds de 10 points, c'est la même histoire. C'est, les Blacks ont fait une première mi-temps parfaite. En deuxième mi-temps, il y a un changement autour de l'heure de jeu un peu avant, l'entrée de Ratsima à la place de Cam Roigard qui change pas mal de choses. Mais les Blacks font un match. Enfin, l'équipe de France a battu une très très grosse équipe des Blacks ce samedi soir. Et plus qu'un renouvellement, c'est surtout une confirmation que l'équipe de France fait toujours partie du Gotha du rugby mondial aujourd'hui, parce que on sort d'un tournoi de destination où il y a une défaite calamiteuse face à l'Irlande en ouverture, il y a un match nul à domicile face à l'Italie, et tu passes à une pénalité de 50 mètres de Thomas Ramos de perdre à domicile contre l'Angleterre. Plus la tournée d'été qu'on a tous vue cet été, on pouvait avoir des doutes sur cette équipe de France et sur l'encadrement, le staff, la direction prenait cette équipe. En fait, non, l'équipe de France fait toujours partie des 4 équipes mondiales et rivalise, des 4 meilleures équipes mondiales, et rivalise toujours
avec ces grosses équipes. J'ai l'impression qu'on est un peu sur une ligne de crête avec cette équipe de France, c'est-à-dire que là on gagne ce match d'1 point. Si on le perdait, on aurait vraiment remis beaucoup en question. Ah oui. C'est dire quoi ? C'est dire que finalement cette équipe de France, elle était à 1 point d'une vraie grave crise ou pas ? Crise, non. Je pense pas que ce soit une crise, mais comment dire ? En fait, tu es tellement dépendant de tes individualités aujourd'hui plus que de ton système que si tes individualités pêchent, tu ne gagnes pas. Samedi soir, le match, l'équipe de France le gagne aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont très très bons dans les très grands moments. Et si tu n'as pas ces joueurs-là à ce moment-là, tu peux pas te reposer sur un collectif aussi huilé que celui que l'Irlande a pu être, ou que celui de la Nouvelle-Zélande samedi soir, ou que l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est une vraie différence marquée entre cette équipe de France et les autres meilleures équipes du rugby mondial aujourd'hui. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup plus sur nous que sur eux. On a une forme d'impatience, En fait, je crois que le public français se caractérise en partie pour ça. On a une tendance à l'enflammade ou à la déprime. On est très bicéphale en fait avec cette équipe-là. D'un côté, on leur pardonne rien, on attend toujours plus. Là, on gagne face aux Blacks. Même nous, tu vois, les premières choses qu'on dit, c'est que c'est un miracle, tout ça. Au final, t'as pété les Blacks. Je veux dire, dans l'histoire du 15 de France, c'est quoi, la 15e fois dans notre histoire qu'on les bat. Il faut savourer ces moments-là. Et puis oui, il y a plein de choses qui vont pas, mais en même temps, pour péter cette équipe-là, il faut être quand même assez costaud. Et puis il y a toujours ce renvoi à la Coupe du Monde comme un trauma. 2023, c'était promis pour nous, machin. Et je sais qu'il y a une partie du public qui ne jugera le succès ou les réussites du 15 de France qu'à l'aune de la Coupe du Monde. J'ai eu beaucoup de messages de ce genre-là, genre ouais, c'est bien de gagner la Nouvelle-Zélande, mais il fallait le faire à la Coupe du Monde. Des messages j'avoue, qui sont ça c'est insupportable. très déconnectés en fait de ce qui se passe dans la vraie vie. Le bilan qu'on peut faire du mondial très rapidement, c'est qu'on a perdu d'1 point face aux champions du monde dans un match qu'on doit gagner 10 fois. Bon ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, la réalité de l'équipe de France, Zach l'a dit, c'est qu'on était sur une équipe qui était en manque de confiance ou de certitude. Aujourd'hui, cette victoire-là, même au forceps, même miraculeuse, elle est très importante parce que ça permet de montrer au monde entier qu'on est capable de gagner ces matchs-là. Et puis au sein du groupe, de se dire, ok, et d'ailleurs ça a été le discours d'Antoine Dupont, quand on a envie d'y mettre la gueule, quand on a envie de mettre de l'intensité, on peut battre les meilleures équipes du monde. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. D'ailleurs, Antoine Dupont, on devait l'utiliser un peu plus tard, mais on va la regarder maintenant. Ça Desclas, capitaine de l'équipe de France, qui dit on parle plus de la Coupe du Monde entre joueurs. Voilà ce qu'il dit. Ouais. On parle plus de la Coupe du Monde entre joueurs. Les journalistes, un peu plus. On regarde vers le futur. C'est une marche de notre chemin qui est encore long. On a une équipe avec de nouveaux joueurs qui découvrent le niveau international dans un contexte pas évident. Donc voilà, Zach, on sent en tout cas que les joueurs, eux, peut-être ça y est, enfin, avec cette victoire, tourne la page de la Coupe du Monde. Mais moi je pense que ça fait un moment que la page elle est tournée. La page elle est tournée depuis le Vélodrome au mois de février. Hein. Tu repars tout de suite sur un nouveau cycle avec la branlée que tu prends à domicile. Et les joueurs ont vécu... Ouais, mais t'es toujours dans l'échec. En fait, là, cette victoire te permet de repartir de l'avant, non ? Ouais, mais l'échec, ça fait partie de la vie d'un sportif aussi. C'est passé une saison entière. Il y a des équipes qui ont rayonné sur le plan national, sur le plan européen. Il y a une saison internationale qui est très, très avancée. Les Bleus, aujourd'hui, ils peuvent pas se permettre de regarder derrière. La Coupe du Monde, elle est passée, elle a été ce qu'elle a été. Mais il faut aller de l'avant. Et c'est aussi dû au fait que le staff a su intégrer des nouveaux joueurs. L'ossature reste quand même similaire, mais il y a des nouveaux joueurs qui sont rentrés dans cette équipe. Et donc aujourd'hui, le regard, il est tourné vers l'avenir. Et c'est entièrement normal parce que la Coupe du Monde, rien n'y changera. Les Box sont champions du monde et la France a perdu en quart de finale à domicile. Et ça, c'est ça. Tu voulais ajouter un truc, Pierre ? Non. Très bien. Bon, effectivement, les Néo-Z, au final, à la fin, ils poser un peu la question comment est-ce qu'ils ont perdu ce match, et à se poser même la question est-ce que ce terrain est un peu hanté. On va voir la presse néo-zélandaise ce qu'il racontait. Il est ridicule de croire qu'un terrain de rugby puisse être hanté. Pourtant, pour la 3e fois, des fantômes ont semblé sortir du Stade de France pour effrayer les All Blacks et les empêcher de remporter une victoire. Paris est en train de devenir le cimetière des aspirations des All Blacks. Comment expliquer que le rugby français, Zach, parviennent toujours à prendre le dessus, enfin pas toujours, mais en tout cas au Stade de France sur ces All Blacks parce que c'est une grosse équipe de Nouvelle-Zélande qui est venue, tu en parlais tout à l'heure. Là c'est peut-être la plus grosse équipe de Nouvelle-Zélande que la France ait eu à jouer sur les 3 dernières confrontations. Les Blacks qui sont pointés au Stade de France à Saint-Denis samedi soir, ils étaient venus, ils sont eux aussi pour le coup dans un nouveau cycle avec Scott Robertson et avec plusieurs cadres qui ont quitté cette équipe après la dernière Coupe du Monde. Ils ont eu un rugby championship un peu compliqué, une tournée d'été où ils ont battu une équipe d'Angleterre, elle aussi en construction, mais ils
sont arrivés au Stade de France en étant allés gagner à Twickenham, en étant allés gagner à l'Aviva Stadium à Dublin, et avec pas mal de certitudes en fait. Le truc, c'est que, comme a dit Pierre tout à l'heure, tu as aussi tout le décorum autour de ce Stade de France, un écrin, un public qui pousse l'équipe de France, et puis des joueurs de top qualité dans l'équipe de France. Et alors, du coup, pour rentrer un peu plus dans le match, ils arrivent avec une compo qui a quand même pas mal changé, ces Néo-Zélandais, avec notamment une troisième ligne hyper dense. Ils ont un peu réorienté justement les profils qu'ils avaient avec une densité physique, Pierre, en première mi-temps. Est-ce que c'est là, véritablement, où toi, tu as été particulièrement étonné? Après, non, tu n'étais peut-être pas étonné parce que tu avais vu les autres matchs des Néo-Z avant. Non, mais impressionné. Mais c'est là où, véritablement, ils nous ont fait mal. Bah, surtout qu'une partie de l'identité française, c'est cette capacité à combattre. L'instinct grégaire, Fabien Galtier l'a répété quand même quelques fois, on est gaulois, tout ça. On est à domicile, c'est un match très important. On peut pas dire que les Français sont arrivés la fleur au fusil. Et pourtant, on a été pris par l'intensité physique. En termes d'identité, les Blacks ont un peu changé avec Razor, avec Robertson. Il a un jeu Scott Robertson, du coup, le nouveau sélectionneur. Il prône un jeu plus direct. C'est-à-dire que globalement, il a des cellules qui s'organisent autour de son 10 avec une prise de milieu de terrain avec des gabarits monstrueux. C'est-à-dire que tu prends Sititi, tu prends Savea, tu prends Vahi dans la gueule. Des joueurs que le grand public ne connaît pas encore, que ce soit Vahi, Sititi, Savea bien évidemment. Oui, mais les autres, ce sont des nouveaux All Blacks. Exactement. Et en fait, il s'est appuyé sur... Normalement, ce qui faisait la grande différence des Néo-Zélandais depuis 100 ans, c'était la technique individuelle, la capacité à jouer avant ou après contact. On avait des deuxièmes lignes, Retallick qui pouvait arriver en premier attaquant. On faisait beaucoup de cellules autour de ces joueurs-là qui venaient, je pense à Retallick, je pense à Keino qui venait défier très, très fort physiquement mais qui était capable de passer les bras, Kieran Reid, immense technicien. On est passé à quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, ils attaquent les intervalles avec beaucoup de vitesse. Et il joue surtout après un 10, Beauden Barrett en l'occurrence, qui vient chercher ses cellules de gros et qui vient animer comme ça, avec un peu ce que fait l'Irlande, avec plusieurs possibilités, soit dans le dos, soit à hauteur, soit en zone 1. Bon, c'est ce changement d'identité, il s'appuie sur la diaspora tongienne, samoane et fidjienne en Nouvelle-Zélande. On a des joueurs très dynamiques, des gros gabarits. Et l'équipe de France a beaucoup couru après ces gars-là parce qu'ils sont durs à cadrer en fait. Pour illustrer et rentrer un peu dans la tactique et dans la technique et l'organisation défensive. Les Français, ils ont fait un choix en début de match qui était de taper long. Pour les sorties de camp, on a 3 possibilités. C'est toujours la même chose, taper haut, taper long, taper en touche. On sait que si on tape en touche, on leur rend un ballon, un lancement de jeu en première main, ils vont venir t'agresser au milieu de terrain. Bon... tu vas perdre des duels, ça va être pénible. Si tu tapes haut, tu tapes pas loin, donc tu as des chances de perdre le ballon et d'être sous pression dans ton camp. Les Français, ils ont fait le choix, avec les nouvelles règles en plus, de taper long, pour faire courir ces gros gabarits, les Tamaiti Williams, les Vahi. On a essayé de les repousser. Le problème, c'est que pour taper long, il faut taper très long, dans le dos du 3e rideau. On n'a pas su le faire. Et Jordan, qui est peut-être un des meilleurs relanceurs du monde, il a pris tous les ballons en avançant. Il a pris tous les ballons en avançant, au moins pendant 40 minutes. Ce qui fait que Will Jordan, il est très malin. Il va aller attaquer le milieu de terrain, il va gagner 30 mètres et il va prendre vraiment la ligne médiane, au milieu du terrain. Ce qui fait que tu as 2 côtés pour attaquer. Et comme il a gagné le premier duel, s'instaure une dynamique très difficile. Tu perds les collisions, tu peux pas contester, tu ralentis pas les sorties. Donc il faut beaucoup de se déplacer et eux, ils viennent t'agresser. Et donc comme tu ne peux pas monter pour mettre de pression, tu recules parce qu'ils ont des gars de 130 kg ou de 120 kg qui viennent avec de la vitesse. Ils ont toujours des mains pour le coup parce ils sont capables de passer Williams, dans le dos. Il a été capable de porter et d'aller défier, mais aussi de la mettre dans le dos pour Barrett, qui a une cellule à l'extérieur de lui, qui elle peut reprendre l'axe. Et puis après, tu te retrouves dans les couloirs extérieurs avec Savea, avec Sititi qui prennent les intervalles. Caleb Clark qui a fait un match exceptionnel. Très fort. Et donc, t'as subi pendant 40 minutes parce qu'en plus, t'es obligé un peu de presque te suicider en défense, de monter en pointe. On a vu Villiers le faire beaucoup en première mi-temps. Même Dupont, aussi. Dupont vraiment monter très haut, très fort pour essayer d'attaquer cette transmission Black, mais qui est facilement lisible en fait ces montées-là, parce que soit tu gardes tes rapides sur les extérieurs et tes cellules très, très solides dans la zone 0, zone 1, et à ce moment-là tes montées sont fluides, soit, et ça a été le cas sur le premier essai, t'es désorganisé. Sur le premier essai on a vu ça, Will Jordan prise de milieu de terrain, on va balayer une fois à droite, une fois à gauche, on crée du déséquilibre, et au final Villiers se suicide, d'accord, mais à son intérieur c'est tatafou. Je veux dire, il y a 0 chance de pouvoir faire mieux. Villiers fait peut-être pas le bon choix, mais que faire de plus? C'est-à-dire que si tu montes pas pour te suicider, tu prends remettre quand même. Tu fais main et Tatafou il peut pas défendre.
Et d'ailleurs, quand il y a la prise de Caleb Clark qui prend la vitesse, Tatafou, il est à 4 mètres, il peut rien faire. Donc, cette organisation-là, défensivement, on a su faire autre chose en deuxième mi-temps parce qu'il y a eu de l'énergie, du déplacement, la volonté de courir autour des rucks et pas simplement d'essayer de glisser pour essayer de ralentir un peu ce qu'on pouvait. Il y a eu plus de volonté d'agression, mais tout ça pour dire, le système défensif de l'équipe de France, c'est pas le match où on a pu la voir s'exprimer. En revanche, l'état d'esprit, oui. Oui, parce qu'ils se sont accrochés. Par contre, le nombre de plaquages où on subit, on est comme ça, où on n'arrive pas à agresser les Blacks, ça prouve que la Nouvelle-Zélande, l'organisation, elle est très forte. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais la sortie de Jordi Barrett fait beaucoup de mal aussi aux Blacks. Parce que d'un coup, ils ont pu ce deuxième animateur un peu plus loin dans le terrain. Et qui retrouve justement avec l'entrée de Damien McKenzie, pareil au même moment que Cortez Ratima, mais le problème c'est que t'as un 9 qui est un peu à contre-temps, qui va vite quand faut ralentir le jeu, qui sort les ballons très, très lentement, qui est très embêté dans les rucks par les Français et qui n'arrive pas à sortir ses ballons quand justement faut accélérer. Et pourtant, même avec Barrett et McKenzie dans son dos, ils ont réussi à trouver des espaces en deuxième mi-temps, mais pas aller jusqu'à l'essai, ce qui leur avait permis de prendre l'avantage en première période. On tourne à 17-10 à la mi-temps, sachant qu'on met un essai après en avoir encaissé 2. On est franchement pas rassuré par l'image de cette équipe de France. Fabien Galtier a eu une déclaration à propos de la défense, de la stratégie défensive des Bleus, en avouant que les Néo-Zélandais ont vraiment mis en place une stratégie pour contrer notre défense. Ils ne l'avaient jamais fait avant, ou alors on ne l'avait pas vu, et on a été surpris. Et puis on a eu des joueurs très compétitifs dans les airs. Et puis retour des vestiaires, Zach, qu'est-ce que tu as vu dans le jeu des Français qui a changé pour finalement aller gagner ensuite, mais est-ce que stratégiquement tu as vu un truc en plus? Est-ce que tu partages l'avis de Pierre? C'est surtout une question d'état d'esprit, tu n'as pas dit que ça, mais en partie une question d'état d'esprit. Ouais, voilà. Je l'ai vu un peu avant la mi-temps sur l'essai notamment de Romain Buros. Il y a une séquence qui amène à une mêlée et la séquence qui amène à l'essai où en fait les All Blacks étaient tellement défensivement obnubilés par la présence d'Antoine Dupont, ils voulaient pas se faire prendre au ras des rucks, que Dupont en a profité pour porter un peu le ballon autour des rucks et puis animer. Mais c'est du jeu à une passe, et ces Blacks-là, en fait, tu les as pris, c'est aussi le cas avant la pénalité qui amène à l'essai de bout de hand, tu les as pris dans l'axe, dans l'avancée, autour des rucks, et tu les as abîmés en les concassant. Et derrière, tu peux écarter parce que la défense est tellement resserrée des Néo-Zélandais que Ramos, il a une passe à faire à Buros qui peut lui aussi écarter au lieu de prendre intérieur, mais qui va marquer sous les poteaux, ou presque. Et c'est cette présence d'Antoine Dupont autour des rucks qui, pour moi, a fait pas mal de différence. Et puis le gabarit physique des Français, parce qu'ils ont beau avoir subi défensivement, quand t'as Méafou, quand t'as Boudéan, quand t'as Flamand qui porte des ballons autour des rucks, ça fait mal et ça permet de générer de l'avancée. Après, en conquête, en première mi-temps notamment, on était assez catastrophique. Qu'il soit mêlé aux touches, c'était pas loin d'être lamentable quand même. On a vu Colombe partir en crevette plus d'une fois. C'était compliqué pour Colombe. Est-ce que cette blessure de Tatafou... Il a dit hors jeu avec l'extranterite, Colombe, quand même. Donc il était peut-être un peu amoindri aussi. Il était bien amoindri, effectivement. Peut-être. Mais la blessure, d'ailleurs, que ce soit Antoine Dupont ou Fabien Galtier, ont expliqué cette première mi-temps difficile, notamment par la blessure de Tatafou, en disant... Elle nous a mis dans la merde. C'est un de tes gros porteurs. Un de tes premiers ballons de Tatafou, il fait 5 mètres, il emporte 2 gars avec lui. C'est un de tes gros porteurs. Colombe aussi, mais je pense que, et ça on l'a peut-être pas assez souligné par ailleurs, une des raisons du succès de l'équipe de France, c'est qu'en deuxième mi-temps, il y a 2 mêlées. Il y en aurait eu 10, on était derrière. Parce que Colombe, il se fait détruire. Et attention, en face, c'est un poulet. T'as Mighty Williams. Aujourd'hui, je pense qu'en mêlée fermée, c'est peut-être le meilleur gaucher du monde. Il se passe d'Ethan de Groot, qui est leur titulaire depuis la Coupe du Monde, pour un gamin de 24 ans, quoi. Donc c'est. Et il n'y a pas photo en plus entre les deux. Ah non. Donc, t'as Mighty Williams, il l'a mis au supplice. S'il y avait eu 5 mêlées de plus, on prenait 5 pénalités. Ah, intéressant. Donc, ça, c'est bon pour nous. Et puis aussi, l'énergie que tu mets pas en mêlée, tu peux la mettre dans les déplacements. Je suis pas certain qu'en ayant blessé beaucoup de jus en mêlée, ce soit différent. Mais ça s'équilibre parce que là-dessus, on a eu de la réussite, très peu d'en avant, très peu de mêlée, mais on a eu aussi un manque de chatte de fou, avec Tatafou qui se pète au bout de 10 minutes, et Gamel de Romain Taofifénoa, il rentre, il sort. Ça, c'est terrible aussi, parce que au final, tout ton axe droit, tu finis avec Georges-Henri Colombe qui doit faire 70 minutes alors qu'il devait en faire 30, et derrière, c'est Flamand qui pousse en 5, qui est capable de le faire. Mais qui vient de jouer une heure. Mais qui vient de jouer une heure et qui fait pas 135 plombes comme Méafou. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes données physiques. Pour la touche, ça pour moi c'est plus problématique parce qu'en fait, dans ton alignement, tu n'as que
3 sauteurs potentiels. Greg Aldrit en premier sauteur, Flamand et Roumat, qui est celui qu'on va le plus chercher d'ailleurs. Donc dès que 7 fois, je crois que Flamand est cherché 2 fois. Et donc dès que tu fais des touches et réduites, Olivion, une fois. Il y a peu de suspense. Tu sais qu'on va aller chercher Roumat en déplacement, premier sauteur, en reculant dans les cellules, mais tu sais que c'est lui qu'on va essayer de chercher. Donc le contre néo-zélandais a été plutôt bon. C'est un des meilleurs. Déjà en Irlande la semaine dernière, il a été sûr. royal. Scott Barrett, il a une capacité d'analyse qui est folle en touche. Il a très très bien lu l'alignement irlandais, qui est peut-être un des meilleurs de l'hémisphère nord. Et une fois que tu as réussi à contrecarrer ses plans en deuxième mi-temps, on a vu les Blacks presque pas sauter en fait en touche. Roumat, il a été royal, il a pris tous les ballons. Et du coup, tu as pu générer de l'avancée sur ces axes-là aussi. Donc... Mais la première mi-temps, tu as souffert. Tu perds 3 touches, mais tu en as 5 contestées. Parce que tu en as une où tu fais un groupe pénétrant en avant, tu prends un compte de 80 mètres. Et puis tu en as une ou deux où il a la main sur le ballon, sur la tête. Enfin voilà, tu ne peux pas construire quelque chose. À ce niveau-là, la première mi-temps, le bilan que tu fais, c'est tu maîtrises pas tes sorties de camp, ou tu t'es trompé de stratégie, donc tu rends des ballons et tu donnes un truc précieux, du temps et de l'espace à la meilleure équipe du monde ou presque. T'as pas été royal en conquête, tu t'es fait fumer en mêlée, t'as pas tes touches, et défensivement, tu peux pas agresser l'adversaire. C'est pour ça que je parle de miracle. 17-10 à la pause dans ces conditions-là. Et quand tu veux un peu comprendre comment ou pourquoi est-ce qu'on va chercher cette victoire, c'est pas le livret de statistiques qu'il faut ouvrir. On va regarder ça ensemble, mais 2 essais du coup en deuxième période par Boudéan et Louis Bialbarré, pas 12 000 passes, mais voilà, ces anomalies statistiques dont tu m'as parlé, Pierre. Il y a 4 chiffres qui sont présents à l'écran. Il y en a d'autres aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pour toi, cette victoire est une forme d'anomalie statistique? En gros, tu perds 1320 mètres à la course. C'est-à-dire que tu prends 1,3 km juste ballon en main. Déjà, les matchs où tu fais 1 km au pied, c'est déjà une performance en termes de gain de terrain. Là, tu prends 1320 mètres de course à la main. Tu te fais franchir 8 fois par une des meilleures équipes du monde. Normalement, c'est 5-6 essais. Là, t'en prends 2. Bon. Tu perds 47 duels. Ce que j'appelle les duels perdus, c'est soit les plaquages manqués, soit les offloads, soit les défenseurs battus, ce qui ressemble au plaquage manqué, mais dans les plaquages manqués, tu as des plaquages à 2 qui peuvent être manqués par 2, enfin voilà. L'idée c'est, tu perds quasiment 50 duels au contact. C'est immense. Énorme. Immense. 15% des plaquages manqués, c'est pas monstrueux. C'est 5% de trop au voilà, moins, on va dire. Quand tu plaques 230 fois, ça commence à faire beaucoup. Exactement, c'est le volume de plaquage qui fait que c'est important. Et puis, tu n'as que 39% de possession. 45% d'occupation en faisant une seconde mi-temps bien meilleure dans la conquête du terrain. T'as 20% de tes rucks qui sont lents. Donc ça veut dire que tu peux pas... Qu'est-ce que t'appelles lent? C'est au-delà de 3 secondes? Plus de 6 secondes. Plus de 6 secondes. Moins de 3 secondes, c'est rapide. 3 à 6, c'est neutre. Plus de 6 secondes, c'est de l'organisation pour du jeu au pied ou une cellule d'avant très lente. On appelle ça des 0, des 900 suivant les clubs. Bon, globalement, ce chiffre-là, il est partagé par pas mal d'équipes qui sont dominées. Mais quand tu as atteint ce genre de chiffre face à la Nouvelle-Zélande, c'est difficile de déstabiliser ton adversaire. Quand un ballon sur 5, tu peux pas mettre de vitesse, tu peux pas vraiment trouver des solutions. Et puis, tu as 13 pénalités contre toi, 3 touches perdues, 2 pénalités en mêlée, difficile d'exister. Et puis, il y a ce que disent pas les chiffres. Le nombre de plaquages, je vous l'ai dit, où le gars t'es comme ça, tu subis, tu t'accroches au short. Je pense à Alexandre Roumat, je crois qu'il met 18 plaquages. Sur les 18, il en met 2 en avançant. Je dénigre pas du tout la performance d'Alexandre Roumat, et heureusement qu'il s'est accroché à des shorts néo-zélandais plein de fois, mais ça témoigne quand même que ça, plaquage réussi, mais pas plaquage positif. Donc au point de rupture un nombre de fois incalculable. Et juste autre chose que ne disent pas les chiffres, c'est les 4 situations où les Blacks peuvent marquer. On en parlait, Zach. Il y a Tamaiti Williams qui fait en avant dans les 22 après un long temps fort. Rico Ioane au niveau des 40 mètres. Voilà, et Rico Ioane qui va avoir peut-être du mal à garder sa place chez les Blacks parce qu'il est contesté comme jamais. T'as la sautée sur Caleb Clark où Gabin Villiers vient lui mettre un timbre sur la touche. Alors que t'as un 4 contre 1. Alors que c'est pas la bonne zone. Ouais, c'est pas ça qu'il faut jouer. Et puis le chef-d'œuvre absolu de la connerie, Vaï qui essaye de faire une passe très dure après contact, temps de jeu de 3 minutes 30 qui donne l'essai de Louis Bielbarré. Ces 4 situations, si elles sont mieux négociées, je crois que 4 fois il y a essai. Et donc à la fin, tu perds. Mais on peut comprendre côté français, il y a eu aussi des conneries, tout ça. De miracles voilà, en mis partie. bout à bout, statistiques et, c'est clair. Et temps fort, pour moi, c'est un miracle, oui. C'est une anomalie. Voilà, le terme est bien choisi. L'anomalie statistique, c'est un concept que Fabien Galtier
En tout cas, il y a, Entre autres, hein, il y a- entre il y a beaucoup deux, d'autres concepts. il y a environ. voilà, La flèche du temps. mais l'anomalie statistique, quand ça lui sert un peu, il aime bien ça. Je crois qu'il a dit d'ailleurs après le Mais match. bien sûr. Alors, Mais justement, Ah, d'accord. c'est là que ça devient intéressant. Parce Pardon. que le Fabien Galtier, à post-Coupe du Monde, qui perd contre, j'ai changé. contre l'Afrique du Sud, il parle d'anomalie statistique. Il dit, bah voilà, le taux de conversion, on aurait dû aller Les marquer tant de expected points, points, les Qu'est-ce expecting que ça points. veut dire en rugby, on sait pas, mais Ouais. lui sait. Et lui, il savait. Mais, étonnamment, on a une déclat de Fabien Galtier qui Les dit... statistiques, alors c'est de là, la moi, merde. j'ai dû la lire. Non, j'ai dû la lire plusieurs fois. Les statistiques, Ce c'est ne de la sont merde. pas les statistiques qui comptent. Le plus important, c'est le résultat et l'efficacité en face. Nous avions une équipe rodée qui jouait son 3e match en Europe après 6 mois de vécu commun. Nous n'en sommes qu'à 3 semaines de préparation et un match de préparation contre le Japon. Nous ne partions pas à égalité. Zach, est-ce que c'est pas un peu étonnant, un peu hypocrite aussi de la part de Fabien Galtier, en fait, de trouver les statistiques quand elles l'arrangent? 3 trucs étonnants, non. Hypocrite, un petit peu, mais c'est pas étonnant venant de Fabien Galtier. Et ensuite, tout ce qu'il dit est vrai. C'est surtout ça. C'est tout ce qu'il dit, c'est que ce ne sont que des faits. Mais encore une fois, il organise un peu les faits dans son sens pour que, en fait, il ait encore une fois raison et que son équipe a gagné parce que c'est la stratégie à payer, on a fait des choses bien et tout. Il y a un an, quand ils perdent contre les Box et qu'ils prend une leçon de réalisme sur ce quart de finale, que comme disait Pierre, la France normalement ce quart de finale elle le gagne si elle est capable de rattraper les ballons hauts et de gérer ses temps faibles. Aujourd'hui, le résultat va dans son sens et donc tout ce qui est autour ne compte pas parce qu'au final dans le sport en général ce qui compte à la fin c'est le résultat. Mais il y a un an quand il perd le résultat compte très peu. Il s'arrange en fait en fonction de ce qu'il a envie de voir. D'un côté c'est le contenu qui compte, de l'autre c'est le résultat. Moi, je pense que les deux sont importants. Je pense que la plus grosse connerie, c'est d'avoir fait cette conf nulle après l'Afrique du Sud, au lieu de se fouetter, de dire on a déçu les Français, on s'excuse, on aurait dû faire mieux, dans 4 ans, et on sera champion du monde. Il a expliqué des trucs complètement cons, en fait. Et peut-être que même lui s'est piégé dans sa com. Je suis pas sûr qu'il soit au clair avec ce qu'il ait dit à ce moment-là. Et pourtant, il y réfléchit énormément. Il fait rarement des erreurs de communication, en tout cas, à dire des trucs qu'il a pas vraiment envie de dire. Il le dit, il le répète. Il l'a pas dit répété. Ça, c'était la première fois qu'il l'a affirmé l'anomalie comme ça. statistique, je me souviens très bien, d'ailleurs, il est invité sur RMC. Et il en reparle à nouveau. Et il rajoute aussi l'arbitrage, hein, on va rappeler. Ce qui n'est pas fou. Qui a été très bon d'ailleurs samedi soir. Moi, je crois que l'histoire était très bon. Je crois certains Néo-Zélandais ne sont pas d'accord, mais je trouvais très bon. Mais on n'est jamais trop d'accord dans le rugby maintenant quand on perd. De toute façon, dès que tu perds, c'est la faute de quelqu'un, tu vois. Exactement. Non, mais tu vois, c'est jamais parce que tu étais dominé, c'est la faute de quelqu'un, voilà. Bon, pour une fois, c'est pas la faute des buteurs, les deux ils sont à 100%, mais franchement, l'arbitre a été excellent. Et c'est juste que Fabien Galtier, je pense que c'est un compétiteur qu'on connaît que trop bien. C'est-à-dire que quand il perd, il a tellement les boules qu'il est capable de dire n'importe quoi. Je pense. J'arrive pas à me dire qu'il s'est posé vraiment dans sa tête et qu'il s'est dit l'anomalie statistique ça va passer. Non mais il était tellement dans une phase. Vraiment, j'arrive pas à croire ça. Non mais il était tellement dans une phase statistique qui lui permettait d'avoir une dynamique qui était justifiée aussi médiatiquement. Ça fonctionnait que peut-être effectivement qu'il allait peut-être trop loin, mais il n'a pas vraiment changé là, Fabien Galtier. La différence de communication, vous n'avez pas vu un sélectionneur sur cette tournée changer? Oui, si, Pierre. Un peu, ouais. Je le trouve. Attention, c'est très marginal, mais je le trouve un peu plus humain, un peu plus sur les hommes, un peu plus sur les histoires. Tu vois, j'ai moins l'impression d'avoir un gars qui s'accroche absolument à son cahier de stats. Peut-être que je dis une connerie, mais dans ce qu'il dégage, je le trouve un tout petit peu plus sympathique. C'est peut-être l'effet moustache. Je sais Peut-être. Effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le match, un truc que vous avez noté en particulier? On va passer au débat pour savoir sur la compo par rapport à l'Argentine, mais c'est le moment si vous avez un truc à rajouter, les gars. Ça revient un peu sur l'animation dont je parlais tout à l'heure autour d'Antoine Dupont. La ligne de 3/4 française, elle n'a pas proposé grand-chose. Elle était sous pression, mais elle n'a pas proposé grand-chose. Et tes premiers lancements de jeu, ils viennent quand ton 12 attitré, qui est le seul 12 de métier dans l'équipe de France, à savoir Yoram Moefana, sort du terrain. Il est remplacé par Gaëton. Et tout de suite, on a vu quelques petits trucs, quelques petites bribes d'animation offensive avec des redoublés, avec Gaëton qui vient attaquer la ligne, passer dans son dos, etc. C'est peut-être un axe intéressant à aborder pour la composition d'équipe pour la semaine prochaine. Quelle paire de centres tu vas aligner? Je pense que c'est lié aussi à la fatigue en face qui te permet d'avoir un peu plus de temps. Ils sont tout moins ça. agressifs en défense. Mais je suis d'accord avec toi. Surtout, moi, modestement, j'ai pas compris en fait ce que voulait faire Moefana et Fickou. J'ai pas bien compris quelle était
leur système de montée. Et je dis pas que c'est eux le problème, c'est peut-être moi, peut-être que j'ai pas bien regardé. Et puis il y a un autre truc, c'est que va falloir à un moment aussi s'interroger sur Yoram Moefana au niveau international dans les grands matchs, parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de vous citer 3 actions positives. Je dis pas qu'il y en a pas eu, mais je peux pas les citer. Mais je ne sais pas d'action négative non plus, donc il est assez neutre en fait. Ouais, mais à ce niveau-là, tu peux pas être neutre, tu vois. Donc, est-ce que l'utilisation que Galtier en faisait avant cette tournée de novembre était beaucoup remise en question sur son placement avec le numéro qu'il a dans le dos. Là, aujourd'hui, il a un peu changé en plaçant 12. Parce que tu avais un système où tu avais un 12 qui devait... Il était là pour mettre des grands coups de tête. Là, en théorie, il était pas dans des chaussons, parce qu'on n'est jamais dans des chaussons contre la Nouvelle-Zélande, surtout face à cette dimension physique. Mais c'est vrai qu'il avait des opportunités sur cette tournée, en tout cas, avec les absents, de montrer quelque chose. Et puis, il a beaucoup couru pour alimenter, mais au final, il était impliqué dans très peu d'actions. Moi, en revanche, à l'inverse, j'ai beaucoup d'images de Gaël Fickou, presque au milieu de ses avants, à venir contester, à essayer de monter, à lever les bras, à attraper des gars, à essayer de... Il a beaucoup subi, comme les Français, sur 40 minutes, où il a défendu, franchement, c'était horrible. Et d'ailleurs, à la mi-temps, dans Destin mêlé, il en parle, et dit, il demande, et j'ai trouvé que c'était très poli, parce qu'il dit... S'il vous plaît, les gars, il faut courir autour des rucks, il faut se déplacer, s'il vous plaît, sinon c'est trop dur. Et quand un gars qui a 91 sélections te dit ça, bon, t'as envie de l'écouter. Ouais. Et voilà, il est précieux, mais je suis comme toi. La paire de centre, je sais pas. Eh ben, on va en parler tout de suite, les gars. C'est un chantier. On va en parler tout de suite, les gars, de cette compo. On va lancer tout de suite le débat pour savoir quelle sera la compo contre les Argentins. C'est parti. Troisième match contre l'Argentine, donc rendez-vous vendredi à 21h10, un match du coup toujours sur TF1 d'ailleurs, au Stade de France. On rappelle que les Argentins donc ont perdu contre les Irlandais de 3 points ce week-end avec un Malia en feu, un essai absolument monstrueux, de toute manière. Ce joueur est fort absolument joueur, dément, je crois. Très très fort. Il y a 2 ans, quand j'ai dit c'était un petit Juan Martín Hernández, tout le monde s'est foutu de ma gueule, genre c'est vrai. Il y en a un truc où il n'y a pas un défenseur de jouer, de Malia, c'est Emric 10, 11, 15 centre. Défend Malia comme si c'était son père. Peut-être c'est son père d'ailleurs. Peut-être. Mais... C'est un très bon joueur. Bon joueur. Mais donc effectivement les Argentins qui sont dans une dynamique tout autre qu'après la Coupe du Monde, c'est une équipe qui roule et qui de manière, quand on perd que de 3 points contre les Irlandais, que potentiellement si on va chercher la victoire, c'est pas un scandale, c'est qu'on est une équipe pas mal. Pas mal. La compo des Bleus, on va regarder la compo qui était en place contre la Nouvelle-Zélande. Donc Tatafou, alors ça c'est la Nouvelle-Zélande. On peut la laisser. Mais voilà, oui. Pour la compo française, donc Tatafou ne sera pas présent, il va être absent quand même quelques temps. Movaka Marchand, ça ne devrait pas changer. Jean-Baptiste Gros aussi avance. Flamand Meafou, ça ne devrait pas bouger. On va avoir des débats autour de cette troisième ligne du coup. Même de la deuxième ligne. Hein. Ah ok, intéressant. Tu vas nous dire ce que t'en penses, je m'y attendais pas. Donc Dupont sera présent, Ramos sera présent puisque Jalibert n'est pas pris. On aura le débat à la fin de cette émission pour savoir ce que vous pensez que ce sera de Jalibert, effectivement. Biel Biarré qui devrait être reconduit. La paire de centre Moefana Fickou, vous avez commencé à en parler. Villiers. Quid de Villiers, certains ont remis en cause sa prestation contre la Nouvelle-Zélande. Et Romain Burrows, du coup, est-ce qu'il va continuer avec Romain Burrows ou est-ce qu'il va choisir de refaire confiance à Léo Barré ? Une liste de 42 est tombée pour préparer cette semaine. Donc Jalibert est absent, Louis Lebrun, le castré, est dans le groupe. Penaud est toujours forfait. Il a un virus qu'on n'arrive pas trop à... On ne sait pas trop ce que c'est comme virus. Antonio... samedi soir. Non, pardon. Antonio est de retour. Donc tant mieux avec la blessure de Tatafou. Romain Tao est forfait, commotion. Van Verberge, le castré, du coup, est appelé. Coste est absent, blessure à la cheville. Pierre-Louis Barassi, du coup, est rappelé, son équipier au Stade Toulousain. Sinon, ça va, Toulouse, quoi. Ouais, exactement. Ils envoient revenir et ils en font repartir. Sinon, ça va, voilà. Ils les envoient en forme et ils reviennent blessés. Puis surtout, ils en envoient un paquet, quoi. C'était surtout ça. C'est-à-dire que c'est ton troisième centre. Bon, vas-y. Ouais, ça va. Exactement. Tout va bien. Cheikh Tiberghien est présent.
Voilà, c'est un peu C'est la bien. petite surprise. Dans Donc, les voilà 42, pour les souvent, il fait ce genre de choses, Fabien. Il fait venir des joueurs, autant pour découvrir le projet que pour les tester. Il les regarde pendant une semaine. On a vu Huleux, on a vu quand même quelques-uns qui venaient faire des apparitions. Puis il a ce côté polyvalent qui peut plaire aussi au stade du 15 de France. C'est vrai. On va voir la compo que vous mettez en place sur le match contre l'Argentine. Un mot quand même de Louis Bielbiarré qui a été monstrueux contre la Nouvelle-Zélande, les gars. On a commencé à en parler juste après. C'est un des joueurs, vraiment, on avait que son nom sur les lèvres. C'est Louis Bielbiarré, Zach. Il est sous-coté, Louis Bielbiarré, au niveau mondial. Alors en France, on est tous au courant de qui est Louis Bielbiarré. Ça fait 2 ans et demi qu'il est absolument monstrueux, faramineux avec l'Union Bordeaux-Bègles. C'est un joueur qui a une qualité rare. Il a toujours que 21-22 ans encore aujourd'hui. Mais au niveau mondial, il n'est pas forcément considéré parmi les 10 meilleurs ailiers mondiaux. Pourquoi Parce qu'il n'a pas cette exposition... Déjà, ça fait moins longtemps qu'il est sur le circuit international. Il est arrivé juste avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, Penaud, Dupont, Jalibert, Ramos ont pris beaucoup de place. Et du coup, c'était pas forcément la personne à laquelle on pensait le plus rapidement quand on évoquait la ligne de 3/4 de l'équipe de France. Mais Pierre en parlait par message interposé samedi soir. Il se construit un CV absolument monstrueux. Il marque à tous les gros matchs. Il a été face à Sévouris, qui est quand même quelqu'un qui est sur le circuit international depuis quelques années. Sévouris, on l'a pas vu samedi soir. Alors, il face a à été Louis derrière Bielbiarré. Sévouris, puis il a été devant Sévouris. Mais même dans le défi physique, enfin, Louis Bielbiarré, il fait quoi ? Il fait 1m82, 3, il fait 80 kg. C'est pas forcément le prototype de l'ailier international qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est en train de devenir un des premiers noms que tu coches sur la feuille de match en équipe de France. Au poste de numéro 11 d'ailier gauche, tu as déplacé Gabin Villière qui avait ce maillot il y a quelques années, qui a joué 14, qui est un poste un peu contre nature pour lui. C'est un joueur absolument exceptionnel et qui... Moi, je pense qu'il brille autour de la destination, il va être dans la discussion des 5 meilleurs ailiers mondiaux. Ouais, il ça est va être intéressant. fantastique. Ouais, tu mets qui devant Pierre ? Il y a des ailiers qui sont peut-être un peu plus complets. En fait, la qualité principale de Louis Bielbiarré, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des joueurs qui va le plus vite au monde. Il va très vite. Et puis longtemps. Il est capable de faire des courses à haute intensité, des sprints, les enchaîner. On en parlait, je sais pas si tu vois cette action où les Français ont un temps fort, ils perdent le ballon, ça tape, on retrouve dans nos 22. C'est lui qui est en couverture, il prend le ballon quasiment à 5 mètres, il refait 15 mètres en sprint, il refait crochet intérieur à l'entrée des 22, il résiste à un plaquage, il ressort des 22, il libère son ballon. C'est ce genre de course-là, il a fait quasiment entre l'attaque, le repli, la relance, il a fait 130 mètres à fond. À ce niveau-là, tu peux péter au contact et il résiste encore. Et puis pour son gabarit, moi je suis allé voir parce qu'en fait il fait un 86. Il le dégage pas, mais il fait un 86. C'est pas un pimpin non plus. Mais il est lancé, mais au duel, il s'envoie, il défend. Et puis il va très très vite. Après, qui je mets devant ? Je suis pas très bon à ce genre de jeu, mais je pense que James Lowe, tu vois, aujourd'hui c'est les deux. Kurtley RNC, Cheslin Colby, Damien Penaud est encore devant lui. Colby, mais... ok, RNC, ça peut être débat. RNC est très complet. Ça c'est un vrai joueur, mais je pense qu'il y a des il y a peut-être match. Je pense que rien qu'à l'échelle française, Damien Penaud est devant. Parce que peut-être un peu moins complet, mais match winner, il gagne tous ses duels. C'est un sacré finisseur en fait, Penaud. Et puis Penaud, dans un match, le nombre de duels qu'il gagne, il va chercher du travail, il te relance des ballons, il est chiant, il est grand, il est dur. Non, et puis en face, il manquait Marc Téléa aussi, qui est quand même un sacré client. Qui est un très très bon joueur. Mais il se rapproche de ces joueurs-là. Ouais. Et Will Jordan à une aile aussi, c'est quand même top niveau mondial. Mais il est tellement fort en 15 qu'il ne bouge pas. Je pense que tous ces joueurs-là sont des joueurs extraordinaires qui vont briller suivant le contexte. C'est-à-dire que Marc Téléa, au niveau de la Coupe du Monde, il avait un contexte pour lui qui faisait qu'il s'exprimait à 100%. Là, en ce moment, Louis Bielbiarré, il a un contexte ultra positif. Et je crois qu'au niveau international, il n'y a pas de mauvais joueurs avec des mauvais contextes. Tu n'es pas là par hasard. Et voilà. Aujourd'hui, Louis Bielbiarré joue son meilleur rugby. Top player, joueur peut-être top 5 en termes de vitesse. Déjà rien que ça. Alors il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Je ne dirais pas que Gabin Villière est mauvais, mais je pose la question quand même. J'ai quand même l'impression que Gabin Villière, le niveau international, en tout cas celui qu'on a vu samedi, est-ce qu'il est encore tout à fait pour lui ce niveau-là ? Physiquement, il était. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des décisions qu'il prend en top 14, mais qu'on ne peut plus prendre ? On parle notamment de ses montées en pointe. Il a été parachuté à un poste qui n'est pas le sien. Villière, c'est un ailier gauche, c'est pas un ailier droit. Du coup, est-ce qu'il a sa place contre les Argentins ? Est-ce que vous lancez pas qui d'autre face à Carreras. Mais en fait, Gabin Villière,
c'est un chien de la casse. Mais d'accord, mais il faut quand même un peu plus qu'être un chien de la casse pour être titulaire en équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, Gabin Villiers... Attends, ok, voilà. Gabin Villiers te permet de gagner des duels, de gagner du terrain. Là, face aux Blacks, tu mets n'importe quelle aile, même Penaud, le système défensif des Bleus n'a pas pu se mettre en place, on a pris une branlée. Tu crois vraiment que Damien Penaud, il se serait pas fait fumer par Savea ou par... je pense qu'il aurait été meilleur, oui. Je vais pas te mentir, mais moi, ça c'est du rugby fiction. Je pense pas, d'autant que Penaud est quand même très connu pour défendre élastique entre les deux et à essayer de rattraper à la Vous course. gardez Gabin Villiers contre les Argentins tous les deux? Je vois pas d'autre option en tout cas. Ouais, moi je pense que sans Atisogbe, c'est ta meilleure option, ouais. Et puis, mais pas Atisogbe, vous le préférez c'est juste qu'il s'est pété, que je sais pas. Non, mais je dis pas que c'est scandaleux de mettre Gabin Villiers. Mais je pense que Gabin Villiers, il t'apporte quelque chose dans le combat. Je sais que c'est pas son rôle principal, mais il t'apporte quelque chose. Regarde le nombre de rucks où il est venu mettre un coup, contester, un peu ralentir, casser les couilles des Blacks. C'est des trucs, c'est du détail. C'est pas ça qui fait que t'es là ou que t'es pas là. Mais vu qu'il est là, ses qualités, c'est ça. C'est gagner des duels, gagner des mètres, casser les couilles. T'as des situations dans les couloirs où il y a des ballons qui sortent pas très propres des rucks, où c'est Gabin Villiers qui va venir le ramasser, et il va pas faire 30 mètres en avançant, mais il va t'en faire 5 en restant debout, en donnant l'occasion à tes avants de revenir, se replacer, de restructurer un ruck, et il te permet d'avoir un ballon propre. J'ai l'impression qu'on parle d'un Gabin Villiers. Alors, il y a 5 ans, oui, il a avancé de 5 mètres sur chacun de ses impacts. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il avance autant. Mais en fait, je pense que la question, c'est plus de qu'est-ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend de lui de traverser le terrain comme Biel Biarritz? Ça arrivera pas, parce que c'est pas ses qualités. Par contre, là, on attend de lui qu'il marque quand même aussi. Bah non. Pas forcément. Non. Ok, bon bah. Un ailier, s'il marque, c'est bien. Mais son travail, c'est de faire gagner l'équipe. Gagner des mètres, gagner du terrain, comme tous les joueurs. Après, on attend quand même... Et si c'est pas lui qui marque... Si Penaud est sur son aile, tu vas attendre de lui qu'il marque. Moi, j'attends rien. Encore une fois... Non, pas toi, mais Fabien Galtier. Encore une fois... On focalise notre lecture sur l'efficacité statistique, nombre de matchs, nombre d'essais. Pour un ailier, mais on le nombre fout. d'essais marqués par un ailier, c'est pas une statistique, c'est pas n'importe quelle statistique, c'est une statistique Penaud dans le logique. tournoi, il a marqué que contre l'Irlande cette année, par exemple. Il a joué 5 matchs, il n'a marqué que contre l'Irlande. Par contre, il fait des différences qui permettent aux autres de marquer. Aujourd'hui, samedi soir, les 2 essais de 3 quarts que tu marques, c'est Buros qui marque après un travail de sape monumental des avant au près, et Biel Biarritz sur un ballon récupéré qui est tapé au loin. C'est pas des différences qui sont faites par Villiers, justement. Et Buros, même action. Au lieu de rentrer sa course et d'aller défier, il part travers, il croise avec Villiers ou il décale. Villiers va marquer. Est-ce que Villiers a fait un bon match, un meilleur match? Non. C'est juste que sur cette action précise, il marque. Mais ce que j'attends d'un ailier, moi personnellement, Pierre Amiche, c'est pas qu'il marque des essais, c'est qu'il gagne des duels, gagne du terrain, qu'il te fasse gagner à la fin. J'entends. Si c'est par l'essai, c'est tant mieux. Mais encore une fois, l'objectif, il est collectif. Individualiser la performance au point de se dire que si t'as pas marqué, c'est que t'as pas fait un bon match à l'aile, pour moi, c'est une erreur. C'est une connerie. Ça marche pas comme ça. Alors, on avance T'as un compris, peu. Joseph? J'ai tout à fait compris. Je mets Gabin Villiers. non, mais c'est intéressant comme échange. On avance avec Romain Buros. Aujourd'hui, je pense qu'il a un peu pris le maillot comparé à Léo Barré. Très rapidement, juste oui, non. Est-ce que vous conservez Buros Bon, c'est kiff contre les Argentins? Franchement, c'est kiff. C'est kiff. Je vois pas le. Très bien. Ouais. Et puis pour moi, c'est pas un enjeu. Les deux sont forts. Voilà. Je pense qu'il y a par contre un dossier à ouvrir, c'est celui de la 3e ligne. Les cahiers blancs de la 3e ligne. Ouais, les cahiers blancs de la 3e ligne, qui était une immense force de l'équipe de France avec une grosse concurrence. D'ailleurs, qu'il l'est toujours, on va pas se mentir. Mais voilà, après ce match contre les Néo-Zélandais, Aldrit paraît un peu moins fort. En tout cas, il n'est plus aussi assuré de prendre le maillot. Roumat a des statistiques individuelles qui sont impressionnantes. Malgré tout, tu parlais tout à l'heure des plaquages subis. C'est vrai que peut-être qu'il subit un peu cette dimension physique au très haut niveau. Les Argentins ont une dimension physique aussi. Et Paul Boudéan, lui, par contre, titulaire, et il fait un sacré match, une sacrée entrée. Quelle 3e ligne tu mets contre les Argentins, Pierre? Vous avez 4 heures. Non, mais en fait, t'as un sauteur et un capitaine de touche qui est Roumat que tu peux pas sortir si tu changes pas ta 2e ligne. En gros, voilà. Aldrit, il fait 48 minutes, il fait 16 plaquages, il participe en tant que premier participant au rock une dizaine de fois. Ok, il fait une énorme connerie qui amène un essai des Blacks, ok.
ok aussi, il est pas à son meilleur niveau, mais comme à toutes les tournées de novembre, Mais dans ça l'intensité, c'est un de ceux qui rivalisent le plus. mais putain, physiquement, ce qu'il met, enfin, il faut quand même être assez lucide sur le fait qu'aujourd'hui, Greg Aldrit, c'est ton meilleur 8. Et il y a peu d'alternatives. Jelonche est moins technique au niveau individuel. Charles Olivon joue plus à ce poste depuis trop longtemps. Et Alexandre Roumat au niveau international, j'ai peur qu'il soit un peu léger pour te mettre de l'avancée. En plus, on sait que sous tous les ballons hauts, ce genre de petits gestes. En fait, ok, Aldrit, on a déjà eu ce débat plein de fois. Il va pas traverser le terrain, mais il va gagner tous ses duels 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et te mettre dans l'avancée. Donc je le sortirai pas, personnellement. Et après, reste Boudéan. Et là, Boudéan, c'est terrible, parce que c'est peut-être le meilleur, mais c'est aussi celui qui a la position la plus fragile. Parce qu'il saute pas. Le débat Boudéan-Kroos, il existe pas encore pour toi, Zach ? Non. Parce que... c'est une réponse très simple. Hein. Le seul truc que Boudéan a en plus par rapport à François Kroos, qui est une notion absolument essentielle au niveau international, c'est sa dimension physique. C'est une bête. Ah ouais, c'est un monstre. Il est terrifiant, il est monstrueux. Il faut les jetons. C'est ce genre de joueur qui, en fait, au niveau international, est absolument nécessaire. Il faut des mecs qui, physiquement, dominent l'adversaire. Et l'avantage quand tu es dans une sélection internationale, c'est que tu es entouré de mecs qui sont brillants techniquement, qui savent tout faire. Et donc, Boudéan, tu lui demandes de faire les choses simples, il va te les faire à merveille. Le combat, l'avancée, le combat, et casser la figure des mecs en face. Le problème, c'est que Kroos, il est peut-être un peu moins dominant physiquement, mais il le fait tout autant. Et puis, c'est un mec qui a la science des rucks, qui a la science des zones plaqueurs-plaqués, qui a la science du combat, et qui en plus peut sauter en touche, et est un cerveau rugby monumental. Et à ce niveau-là, au niveau international, il n'y en a pas beaucoup des mecs comme François Kroos. Et justement, l'énergie d'un Paul Boudéan en sortie de banc, elle peut être très utile. Et puis, il faut tout de même le garder dans les 23, parce que c'est un joueur qui, à l'avenir, va peser très très lourd en équipe de France. Mais techniquement, et dans tous les aspects QI rugby très techniques sur les zones plaqueurs-plaqués, etc., il n'est pas encore au niveau de François Kroos. Mais François Kroos, il a 31 ans. Boudéan, il en a, je sais pas, 24. Il va progresser. Mais il faut le garder dans cet espace-là, mais pas encore titulaire. En tout cas, la mise en concurrence fonctionne très bien avec Boudéan qui commence à venir un peu gratter. Et puis, il est servi par 2 matchs qui sont parfaits pour lui. Un match où il y a une intensité courue énorme, et lui, physiquement, c'est un triathlète. Et puis un match où physiquement, ils nous ont agressés et où il y a 3 mecs qui ont rivalisé dans ce combat-là, mais à fou. Aldrit, à mes yeux, même s'il y a des gens qui ont trouvé qu'il était nul à chier, mais Aldrit, à mes yeux, a rivalisé. Et lui. Et peut-être dans une moindre mesure, Jean-Baptiste Gros, il fait un match... il fait un bon match. Solide. Oui. Alors que c'était pas peut-être un des premiers noms qui était couché sur les compos des Français, des 40 millions de sélectionneurs. Non. Mais Jean-Baptiste Gros... Mais je crois que Fabien Galtier l'adore. Hein. Moi, dès qu'il est dispo, il le prend. Il est champion du monde du vin, ça fait des années qu'il est dans le groupe. Toujours. Et pourtant, Wardy, qui est quand même le remplaçant titré de Cyril Baye depuis 2 ans, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit titulaire. Jean-Baptiste Gros n'a pas beaucoup joué avec Toulon. Dany Priso fait un gros début de saison. Il n'est pas dans le groupe. Ouais, c'est hallucinant. C'est un des favoris de Galtier, au même titre que peut-être Arthur Vincent, qui n'a jamais trop déçu non plus en équipe de France. Mais Gros justifie. Sur cette 3e ligne, du coup, rapidement, Olivon, Roumat pour l'Argentine. C'est dur parce qu'Olivon, c'est très dur. Patron. Moi, je mettrais Olivon, Roumat sur le banc, qui peut couvrir 8 et 3e lignelle. Et apporter un peu de... Je ferais pas la même décision. Moi je ferais un banc 5-3, mais parce que je crois qu'il faut voir plus de joueurs derrière. Mais je pense qu'en s'inspirant de l'Afrique du Sud, qui est en fait un groupe de 40 joueurs. Non mais même au-delà de ça, ils ont un groupe de 40 joueurs qui peut rentrer à n'importe quel moment sur le terrain, remplaçant titulaire. On voit la rentrée de Pollard encore, qui est remplaçant ce week-end, qui a une oreillette qui parle à Razi Erasmus pendant tout le match. Il rentre avec 30 minutes à jouer, Libok, bon au tir au but c'est pas ça, mais dans l'animation il est fantastique. Il te contrôle le match, il te le ferme. Avoir Aldrit sur le banc, tester une autre alternative pendant 50 minutes et faire rentrer Aldrit pour peser justement sur 30 minutes, ça peut être intéressant et créer aussi une émulation de dire ok les gars, personne n'a de place à titrer, par contre on sait tous que quand on est ensemble, on va aller chercher quelque chose tous ensemble et un match ça se gagne aujourd'hui encore plus qu'il y a 2 ans, enfin le rugby tend vers là de toute façon, mais un match ça se gagne à 23 et pas à 15 et donc tu peux tester Roumat en 8 qui est sa position préférentielle où il n'a pas encore eu la chance d'évoluer avec l'équipe de France, voir ce qu'il donne tout en sachant que le taulier c'est toujours Aldrit, mais c'est un match, c'est contre l'Argentine, on teste, on voit ce que ça donne. Autre solution, si tu veux conserver Roumat et avoir un sauteur supplémentaire, tu mets Flamand sur le banc, Roumat en 4, ce qui est possible, et moi il y a un joueur auquel je crois très fort que j'ai la chance de commenter pour Sud Radio avec Lyon qui s'appelle Mickaël Guillard. Je serais pas étonné
plus que ça, de le voir gratter des minutes, pourquoi pas même démarrer, et voir un Meafou rentrer à la pause, parce que Romain Taofifenua n'est pas là, et qu'on sait que Fabien Galtier aime avoir ce numéro 5, puissant, porteur de balle, qui casse des bouches, qui arrive à la 45e à peu près. Donc voilà. Là, par contre, je pense que Fabien Galtier, lui, ne fera pas. Je suis quasiment persuadé qu'il ne le fera pas, ce choix-là. Tu vois. On verra. Il a tellement attendu Meafou que maintenant qu'il est présent, est-ce qu'il ne veut pas lui accumuler un peu les sélections? Si, mais tu fais quand même une sélection. Et puis l'idée, c'est aussi que c'est qu'une tournée de novembre. Et donc, tu peux pas rendre des joueurs cramés à des clubs alors qu'ils ont tous plus ou moins joué le jeu et que tu as la convention qui est plus la même. C'est vrai. Bon, et d'ailleurs, il a une utilisation un peu différente depuis sur cette tournée de la liste de 42. Bah oui, parce qu'il ne l'avait avant. On voit bien que les sparring oui. qui sont relâchés, c'est peut-être pas forcément les mecs qu'il aurait pris dans la liste de 42 il y a 2 ans. La liste des 42, enfin la liste des 45 même à l'époque, fallait prendre les 3 meilleurs à chaque poste, tu les faisais matcher la semaine et puis tu prenais les deux. Pour ça d'ailleurs qu'on comprend plus trop certains choix, certains mecs qui viennent. Mais parce qu'aujourd'hui dans ta liste de 42, bah tu sais que t'en as déjà 20 qui vont rentrer chez eux, bah tu peux pas prendre que des... En plus... Bon, les clubs, il faut le panacher, il faut prendre plusieurs joueurs de plusieurs clubs. C'est un bordel. Donc, c'est un peu technique, mais tout ça pour dire, mais c'est bon pour l'équipe de France quand même. Parce que Louis Lebrun, il vient, il jouera pas contre l'Argentine. Non, mais comme Thémo Mathieu aussi, hein, ce jeune avant que pour le moment le grand public ne connaît pas, mais qui est vraiment un joyau et qui on va voir un peu ce qu'il va donner. Mais qui va à 10 000, qui est passé par le basket, qui est ultra dynamique. Mais tu les fais venir, tu les testes, tu regardes ce qu'il donne en termes de data. Déjà, tu te dis, ok, il match ou il matche pas, il est dans la concurrence ou il est largué. Tu les testes à la muscu, t'as des trucs très cons. Comment ils s'intègrent dans le groupe, est-ce qu'à la cantine ils sont sympas? Et puis voilà, tu les rencontres, tu discutes. Il y a quand même un lien humain. Être sélectionneur, c'est pas juste prendre les meilleurs, sinon on pourrait tous être plus ou moins sélectionneurs. Il y a aussi le lien, le projet que tu construis avec les gars, pouvoir se supporter 3 semaines tous les jours. Enfin, je sais pas, Joseph, si tu me supporterais 3 semaines tous les jours à Marcoussis à te casser les couilles à la cantine. Marcoussis, non, autre part, pourquoi pas, mais je sais pas. Ça dépend où. Invite-moi en Charente-Maritime, on en repart. Bon, on verra. Ou en Savoie. Tu viens quand? Oui, en Savoie, c'est vrai que c'est mieux. Fickou Moefana très rapidement. Alors et après on passe au dossier Jalibert les gars. Fickou Moefana, vous avez évoqué ça tout à l'heure qu'il y a peut-être un sujet en termes de rendu sur ce dernier match. Mais est-ce que vous changez quelque chose? Est-ce que vous mettez Gaëton? Est-ce que vous mettez Frisch? Frisch, j'ai envie de le voir sur cette tournée. Frisch pour toi? Oui, mais c'est juste par une pure. Il y a aucune. Fickou Frisch. Alors, j'ai dit Fickou Frisch. Il n'y a aucune cohérence. Hein. C'est juste que, vu que j'ai envie de voir Frisch et qu'il joue second centre, il faut mettre un 12. Il a joué premier centre en Argentine avec Gaëton aussi cet été. Mais il peut aussi jouer ce rôle de deuxième animateur. Moi, quand je vois comment jouent les Blacks avec Jordi Barrett, qui est un physique imposant, qui joue 12, Fickou, il a joué 12 avec Vakatawa pendant des plombes en équipe de France aussi. Ouais. Et pourquoi pas le tester là et mettre un 13 de Gaëton, Frisch autour de lui. Mais Teddy Thomas. Mais on a aussi. Alors ceux qui ne le savent rien, allons-y. Beaucoup ne le savent pas, mais Teddy Thomas joue au centre avec La Rochelle depuis le début de saison et ça marche très bien. Ça marche pas mal. Mais ouais, j'ai envie de voir Fickou en 12 avoir un rôle encore plus important dans l'attaque française, voir ce que ça peut donner. Après, je pense qu'il mettra Moefana pour la continuité, mais. Et tant mieux s'il fait un gros match. C'est ça, exactement. Vu comme il est fort en top 14, c'est exactement comme on avait pu le dire juste avant que tu arrives, Zach, sur Maxime Lucu, où je disais putain, mais. Comment c'est possible que ce mec-là, ce soit le patron? C'est Jason Statham quand il est avec l'UBB, il fait ce qu'il veut, il bute, il anime, il met des plombes, il est trop fort. Et quand il arrive en équipe de France, il s'excuse d'être là. Ouais. Et quand il a vu sa chance sur le dernier tournoi, franchement, ça m'avait fait mal au ventre de le voir rater parce que il méritait mieux, tu vois. Et là, c'est pareil pour Moefana. Vu comment il est fort en top 14, il mérite peut-être un peu de temps. Qu'il soit aussi neutre en équipe de France. Et il a dit qu'il travaillait sur sa timidité, sur... Peut-être qu'il lui faut juste du temps. Ouais. C'est peut-être pas Rugby le problème. Et du temps à son poste, parce qu'il a été utilisé en Rustine au début, joué 11, joué 14, joué machin. Moi, je me rappelle de la titularisation de Jonathan Danty contre les Blacks il y a 3 ans. Avant le match, oui, on tremblait un peu. On se posait des questions. Ouais. Il fait le match de sa vie et il a été installé pendant 2 ans à ce poste-là. Donc il y a peut-être besoin de ce match référence. Il a laissé 7 ans d'espérance de vie depuis dans les contacts, mais ça va. Il est aveugle d'un œil, il reconnaît plus les couleurs, mais ça va. Mais il va très bien. Ouais, mais tout va bien. Par contre, il est plus dans les plans de. Ah bah non, mais quand je te dis, il voit plus d'un œil, c'est pas une connerie. Hein. Il a pris une commotion, il voyait plus d'un œil. Hein. Vous imaginez quand même qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi se pencher un peu sur la santé des joueurs. Jonathan Danty, il est absent, mais j'ai envie de dire,
tant mieux, c'est qu'une tournée de novembre, il Tu sais, loupera on a pas mis le beaucoup train de de la temps à Coupe du dire à Monde. Paul Villemc qu'il fallait qu'il arrête le rugby pour un moment, mais bon, bref. C'est un autre sujet. Évoquons le cas Mathieu Jalibert pour terminer cette émission. Donc Mathieu Jalibert n'est pas dans le groupe du tout. Voilà, il y a une fracture qui est très claire entre Mathieu Jalibert et le sélectionneur Fabien Galtier. Mais donc, entre Mathieu Jalibert et l'équipe de France, pour rappeler un peu les faits, donc Mathieu Jalibert, Romain Ntamak n'est pas là, donc il aurait pu être mis comme titulaire à ce poste d'ouvreur. Fabien Galtier fait le choix de Thomas Ramos contre le Japon et contre la Nouvelle-Zélande. Contre la Nouvelle-Zélande, Fabien Galtier décide carrément de ne pas prendre Mathieu Jalibert dans le groupe. Il le met comme réserviste. Mathieu Jalibert demande à Fabien Galtier de carrément le libérer, de ne pas être présent dans ce groupe en tant que réserviste, ce qui est une décision quand même lourde de sang. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que donc Jalibert n'est même pas du tout dans cette liste? Zach, pour toi, Mathieu Jalibert, est-ce qu'il a raison finalement peut-être de protéger sa santé mentale, de ne pas venir dans un cadre où il prend plus du tout de plaisir? Est-ce qu'il fait une lourde erreur comme Richard Dourte par exemple qui dit que c'est pas normal de refuser l'équipe de France, on doit y rester, on doit accepter? Est-ce qu'il est mal géré? Est-ce que Fabien Galtier fait une erreur aussi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un dossier facile à analyser parce qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants, mais tu fais quelle analyse à la fin? Je rejoins plusieurs analyses, celle de Richard Dourte très spécifiquement sur le match contre les Blacks où il dit en fait de pas être dans les 28 c'est quand même assez catastrophique parce que c'est Léo Berdo qui prend la place de Ramos si Ramos se pète à l'échauffement, t'as besoin de Jalibert dans ces moments-là. Après, si Jalibert est pas prêt à se mettre au service du 15 de France qui, comme je le disais tout à l'heure, est un groupe de 42 joueurs et pas forcément que des 23 qui jouent sur le match, il y a quelqu'un qui prendra sa place. C'est un joueur merveilleux, fantastique, qu'on adore voir jouer tous les week-ends, mais il y en a plein des joueurs de ce calibre-là, partout dans le monde, qui n'ont pas eu des carrières aussi illustres en sélection nationale, qu'ils auraient pu y prétendre parce que c'était des joueurs fantastiques. Moi je pense à Denis Cipriani en équipe d'Angleterre, un joueur merveilleux, il a 18 sélections, parce que quand il a fallu se fondre dans un groupe, il n'a pas été capable de le faire. Si Jalibert n'est pas capable de le faire aujourd'hui, qu'il ne le fasse pas. Ouais, c'est un bon parallèle, Denis Cipriani, qui était vu comme un joyau aussi. C'est ça, il y a d'autres joueurs qui le feront à sa place. Moi, je pense que Jalibert sera de retour pendant le tournoi Destination. Il sera assez intelligent pour discuter. Ah, tu penses que c'est de retour? T'as pas l'impression qu'il y a une vraie fracture? Moi, je pense qu'il sera assez intelligent pour laisser passer l'orage de cette tournée d'automne, discuter avec Fabien Galtier en temps voulu et réparer ce qui a été cassé. Mais en l'état, moi, je suis... Comment dire, Mathieu Jalibert, il y a des joueurs à son poste en équipe de France qui sont tout aussi forts, si ce n'est meilleurs. Et donc, je suis pas inquiet pour l'équipe de France et la perte de Mathieu Jalibert. Et Mathieu Jalibert saura briller avec Bordeaux, j'en ai aucun doute. Sur le fait qu'il refuse ce poste de réserviste, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que c'est très... C'est une connerie. Tu repars en club pour quoi faire? Il n'y a même pas de match, il n'y a rien. Tu pars chez toi, regarder l'équipe de France dans le canapé. Alors, je vais répondre à la question un peu différemment. Ok, il y a une fracture, mais je pense pas qu'elle soit qu'avec Fabien Galtier. Pour qu'un joueur il se retrouve dans ce niveau d'isolement, parce que là, pour refuser d'être réserviste, c'est que le problème est peut-être un peu plus large que simplement être déçu de ne pas être titulaire ou remplaçant. Ce que je crois percevoir, c'est que Mathieu Jalibert a pas forcément l'état d'esprit le plus simple à appréhender au quotidien, que même à Bordeaux, je sais qu'il n'a pas que des copains. Alors bon, c'est le cas de plein de joueurs dans plein de clubs. On n'est pas le leader, on ne plaît pas à tout le monde. Mais disons qu'il a une forte personnalité, qu'il s'est en plus un peu embrouillé avec certains joueurs de l'équipe de France, comme Greg Aldrit, quand il l'a chambré sur un essai entre Bordeaux et La Rochelle. C'est des petits détails qui font que peut-être qu'à la cantine, les gens, ils n'ont pas très envie de s'asseoir à côté de lui. Et ces trucs-là, c'est des gamineries, mais c'est la vie de groupe. À partir du moment où tu n'as pas la capacité, l'envie ou la possibilité de t'intégrer au groupe, peut-être qu'il vaut mieux se barrer. Sportivement, Mathieu Jalibert a largement sa place en équipe de France, personne ne le conteste. Ouais. C'est un animateur génial, il t'apporte des solutions que ni Romain Ntamak, ni Thomas Ramos, ni Léo Berdo ne peuvent t'apporter. Bon, super joueur. Après, l'équipe de France, c'est pas prendre que les meilleurs, c'est prendre des gars qui sont capables de s'intégrer dans le groupe. Maxime Lucu, c'était pas le numéro 2 parce que c'était le meilleur, c'était le numéro 2 parce que dans le rôle qu'on lui donnait, à savoir numéro 2 derrière le meilleur joueur du monde, c'était le meilleur. Bah là, c'est la même chose pour l'équipe de France. Thomas Ramos, c'est un 10 de dépannage, ouais, mais 4 matchs, 4 victoires. Donc, et que des prestations de Ramos assez étincelantes. Puis, Jalibert,
génial et parfois un peu en dessous. Thomas Ramos, toujours à 7 sur 10 et une paire de... Et encore, en 7 sur béton 10, armé. c'est de se dire, Minimum. on peut dire 8, assuré. voilà. 7 sur C'est 10 ça, assuré, oui. tout le temps, propre, solide, il a un régulier. plancher qui te posera jamais défaut. Et puis, Le plancher de Mathieu Jalibert, il peut Voilà. te causer pas mal de tort, que ce soit à Bordeaux et en équipe de France d'ailleurs. C'est celui qui est capable d'aller peut-être le plus, le plus haut. Ah oui, oui, oui. bien très sûr. clairement Mathieu Jalibert, mais effectivement il y a ce Mais problème c'est un de artiste, fiabilité. donc comme beaucoup d'artistes, ce que tu proposes parfois ça plaît pas en termes de ce que tu fais ou en termes de personnalité. Je vais pas faire l'informé, genre oui, Non, j'ai mais vécu à d'ailleurs, Marcoussis c'est ce 3 que mois j'ai et dit tout. tout à l'heure, c'est mais- qu'on n'est pas certain de tout ce qui se passe. Mais On a des bribes j'entends- dans plus Voilà, que d'autres dossiers. Exactement. Mais- J'entends une petite musique qui s'installe qui est que aujourd'hui, Mathieu Jalibert, c'est peut-être mieux pour tout le monde qu'il soit pas à Marcoussis, pour lui, pour l'équipe de France, pour le sélectionneur. Ça fait penser à un cas qui s'appelle Kylian Mbappé en équipe de France, Voilà. mais le parallèle, faut pas, c'est un parallèle un peu merdeux, mais en certains aspects, on peut se dire C'est le côté un meilleur peu pour les autres, isolé, c'est le meilleur côté. pour tout le monde. C'est le sport Voilà. de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est pas Exactement. c'est pas la PlayStation. C'est pas j'ai pris Mathieu Jalibert dans mon équipe on n'a pas encore de jeu de rugby de ce niveau-là. Mais j'ai pris Non, mais j'ai pris j'entends. Mathieu Jalibert dans mon équipe sur la PlayStation et donc on va gagner. Non, il y a des Et événements dans la tête qui font que tu peux pas jouer. Ça Et- fait penser d'ailleurs à la carrière de quelqu'un, Fabien Galtier, Ouais, c'est qui vrai. était juste détesté parfois, adulé Ah, parfois. Bah, détesté Génial. souvent d'ailleurs à l'intérieur du groupe, hein, on va le rappeler, mais ouais, mais quand tu arrivais, en fait, c'était soit le numéro 1, soit pas là. Et j'ai eu cette discussion avec 2 sélectionneurs. Il vaut mieux avoir un numéro 1 et un numéro 2 que 2 numéros 1. Parce que Ouais. le numéro 1, sur une tournée ou sur une Coupe du Monde, eh ben ça te casse les couilles. Philippe Saint-André m'avait dit clairement qu'il n'avait pas pris François Trinduc parce qu'il voulait pas de numéro 1 au poste de 10. Donc il a pris Rémi Thalès parce qu'il savait que Rémi Thalès en numéro 2 serait excellent et Fred Michalak serait son numéro 1. Et il a fait une connerie au poste de demi-mêlée parce qu'au départ il voulait pas Morgan Parra. Il le prend et Parra, en fait, il l'a rongé. Pas méchamment. il te dit ça dans Legendary Play. Il le dit, ouais. Et en fait, c'est intéressant à écouter. Faudra écouter. Ce sera bientôt en ligne. En fait, et c'est hyper intéressant, il dit sa personnalité, ce côté compétitif, Ouais. rien lâcher, Des vouloir choix. gagner au ping-pong, à la belote, être le premier à l'entraînement. Eh ben, au bout d'un moment, tu le mets parce que tu sais que il a le truc, quoi. Et ça te crée un problème. Donc peut-être qu'aujourd'hui, Mathieu Jalibert, en dépit de son talent, eh ben, c'est pas le meilleur aujourd'hui dans ce rôle pour l'équipe de Ouais, France. il te crée plus de problèmes qu'il n'en résout en fait. Bah, en Ouais, tout cas, je pense. Oui. quand, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, moi j'ai fait une pastille sur Insta et sur les réseaux de FT Sport en disant que j'étais C'était absolument une pas d'accord anomalie, d'ailleurs que Mathieu Jalibert ne soit pas au moins dans les 23. Mais quand je fais ma pastille, tombe l'information comme quoi Mathieu Jalibert refuse d'être réserviste. Et là, je me suis dit, putain, il est chiant quand même, Ouais. ils mettent pas dans la défense de son dossier. Ah oui, c'est Parce sûr. que c'est un joueur que j'adore et que je veux voir sur le terrain. Mais malgré tout, quand tu prends des décisions comme ça, bah, tu mets un peu de l'eau dans ton vin et ça devient très difficile de le défendre. Et donc aujourd'hui, moi je pense que sportivement, il doit être présent. Mais humainement, la question se pose et il a pris, je pense, une décision qui est mauvaise pour revenir en équipe de France. Mais est-ce que c'est pas aussi pour protéger sa santé mentale ? On sait que des fois, les joueurs aujourd'hui prennent ce genre de décision et puis, n'hésitent plus. Il ne veut que jouer 10. Aussi. Thomas Ramos, il veut jouer arrière, il joue 10, il le fait Ouais, avec Il veut plaisir. plus du tout jouer 15 en termes de polyvalence Je au pense moins. pas que lui soit dans la tête de se dire, même si je suis numéro 2, je rentre sur le terrain pour jouer autre part qu'à l'ouverture. Après, qui se retrouve à jouer 15 en équipe de France aujourd'hui, il faut vraiment que Oui, ça évidemment, pète mais beaucoup. tu regardes Mais le profil que et le était sur simple banc, fait de le dire, je pense que ça ne l'aide pas en tout cas. ouais, le Ouais, profil si qui tu était fais sur un le banc, 6-2, c'était Gaëton. Gaëton, bah, il peut jouer 11, 12, 13, 14. C'est autre chose que juste 10. C'est vrai. N'hésitez pas à nous donner vos avis. En Et tout un 10 cas, qui plaque pas. et Ou un peu. 10. Ou peu. Mais Donc t'as ça raison. veut dire que, rappelez-vous le match face à l'Irlande, Jonathan Danty premier défenseur, Oui, tu ça. prends des vagues avec Aki qui vient de défoncer, et Jalibert, qui est Jalibert complètement décalé. caché à l'aile. Bah, il se fait, Aujourd'hui, Thomas Ramos défend dans la ligne. Il défend comme il peut, il subit beaucoup, mais il défend dans la il ligne. a fait 14 C'est vrai. plaquages contre la Nouvelle-Zélande. Même ce week-end, si, donc, et puis il galope, il couvre, il est capable de décrocher dans le Voilà, troisième pour- rideau. Bon, c'est ce genre de petits détails Clairement. qui font des différences. Si tu prends Mathieu Jalibert, tu dois adapter ton équipe. On se remet le calendrier, Polo, pour terminer. Juste rappeler le dernier match, ce France-Argentine, donc, qui va avoir lieu samedi à 21h au Stade de France, qui sera un match vendredi. vendredi, pardon.
vendredi. Et donc, on Si vous y allez débriefera. samedi, vous allez être un peu déçus. Mais c'est quoi ce stade de merde? Il se passe rien là. Pierre-Aniche m'a parlé d'un décorum fou, il y a rien. Il y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Et donc, on débriefera lundi. Et on sera avec Hugo Bonneval, d'ailleurs, pour débriefer cette rencontre et cette tournée dans sa globalité qui a commencé par une victoire au Japon, qui s'est enchaînée avec une magnifique victoire contre la Nouvelle-Zélande. Et on espère que ça va bien se terminer contre les Argentins. Merci beaucoup, Pierrot. Plaisir. Merci beaucoup. Félicitations, Zach, pour cette première. Merci J'espère que tu as beaucoup. pris des plaisirs. C'était top. C'était hyper convaincant. Vraiment. C'était bien. Bravo, Zach. Merci beaucoup. Je te mettrai une bonne note dans l'équipe. Merci. Et je remercie Polo, bien évidemment, en régie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Hugo Bonneval. Gros bisous. Ciao, ciao.